Qui ne connaît pas Anne Frank? Cette jeune fille juive, contrainte de se cacher avec sa famille dans un grenier d'Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale. Son journal est devenu un symbole universel du courage et de la souffrance des Juifs pendant la Shoah. Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'une autre jeune fille, en France, a écrit un journal tout aussi poignant. Cette jeune femme s'appelait Hélène Baird, et son histoire, bien que moins connue, résonne tout autant que celle d'Anne Frank. Si Anne se cachait dans l'ombre, Hélène vivait à la lumière du jour dans un Paris occupé. À première vue, elle pourrait sembler différente. L'une est recluse, l'autre continue de se déplacer dans sa ville. Mais leurs journaux témoignent du même cauchemar, celui de l'exclusion, de la peur constante et de la persécution. Là où Anne Frank a trouvé refuge dans un grenier, Hélène Baird a dû affronter les regards des passants dans les rues de Paris, marqués par l'étoile jaune qui la désignait comme juive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on plonge dans le Paris occupé pour s'intéresser à l'histoire d'une jeune femme pleine de rêves dont les espoirs ont été anéantis par la sombre réalité de son quotidien. Hélène Baird naît le 27 mars 1921. Issue de la bourgeoisie juive parisienne, elle se passionne très tôt pour Shakespeare, Lewis Carroll et d'autres auteurs anglais. Lorsque les troupes allemandes entrent dans Paris en juin 1940, elle est une étudiante brillante. Elle rêve de passer l'agrégation, mais tout bascule en octobre 1940, lorsque le régime de Vichy impose le statut des Juifs. Une série de lois qui exclut progressivement les Juifs de la société française. Ils sont chassés des administrations, des écoles, des universités et de la plupart des professions. Pour Hélène Baird, c'est la fin d'un rêve. Malgré tout, ce journal témoigne d'une jeune fille qui, au début du récit, garde foi en l'humanité. Mais peu à peu, la guerre la rattrape. En lisant le journal, on peut sentir l'étau se resserrer autour d'elle. Sa plume, autrefois légère, devient lourde de chagrin et d'injustice. Chaque page est un pas de plus dans une descente inévitable. Un témoignage de plus en plus sombre de ce qui s'annonce. À mesure que nous plongeons dans le récit, une question apparaît. Y aura-t-il une limite aux persécutions qu'elle subit, ou connaîtra-t-elle le même sort qu'Anne Frank? Nous sommes sur le point de découvrir l'histoire d'Hélène Baird. Quand on évoque les récits personnels de jeunes filles durant la Seconde Guerre mondiale, un nom nous vient immédiatement en tête. Anne Frank. Son journal est devenu un symbole universel des vies brisées par le nazisme. Des millions de personnes à travers le monde connaissent ses doutes, ses espoirs. Mais Anne Frank n'était pas la seule à écrire. Il y avait d'autres plumes, d'autres vies bouleversées par l'histoire. Hélène Baird tenait elle aussi un journal. Une voix qui, bien que moins connue, résonne avec tout autant de force et de poésie. Alors peut-on parler d'une Anne Frank française? Pas si vite. Hélène Baird est plus qu'un simple écho d'Anne Frank. Elle est unique. Et son histoire mérite d'être racontée à part entière. Ces deux destins sont liés par l'histoire, mais séparés par le quotidien. D'un côté, Anne Frank, cachée dans un grenier à Amsterdam, fuyant l'ombre des nazis. Une adolescente pleine de rêves, mais enfermée, vivant dans un silence oppressant où chaque craquement de plancher pourrait signifier la fin. De l'autre, Hélène Baird, arpentant encore les rues de Paris, la tête remplie de poésie, de littérature et de musique. Là où Anne est invisible, Hélène est toujours là, sous les yeux du monde, bien que marquée de plus en plus par l'oppression. Deux destins que tout sépare en apparence, mais qui finiront par se rejoindre dans la même tragédie, la persécution, la terreur et l'injustice. Mais avant tout ça, Hélène Baird est encore une jeune femme qui vit à Paris, au milieu de la guerre, et elle est loin de s'imaginer que le pire est à venir. Le journal d'Hélène commence en printemps 1942, une période où, malgré l'occupation, Paris semble encore scintiller sous le soleil printanier. Hélène est une étudiante passionnée, amoureuse de la littérature anglaise et fréquente la Sorbonne. Elle est jeune, brillante, et son quotidien est rythmé par les discussions intellectuelles, les promenades dans les jardins parisiens et les notes de musique qu'elle joue sur son violon. Une vie presque normale, en dépit de l'obscurité qui commence, petit à petit, à pénétrer son quotidien. L'un des moments marquants de ce début de journal est la dédicace qu'elle reçoit de Paul Valéry, un célèbre écrivain et poète français. Pour Hélène, c'est un véritable trésor, un signe qu'elle appartient encore à ce monde intellectuel et artistique qu'elle chérit tant. Ce soir, j'ai reçu une dédicace de Paul Valéry. Écrit-elle, la plume légère, comme si ce simple geste pouvait encore la protéger du chaos environnant.
Sa rencontre avec Jean Moravici, un jeune homme qu'elle recroisera plusieurs fois au fil des jours, joue un rôle central dans la rédaction de son journal. Au fil des mois, ils se rapprochent et tombent amoureux. Jean est en moi comme un champ profondément enfoui, une lumière douce qui éclaire mes jours sombres. À travers ces mots, on perçoit la beauté de la jeunesse, l'insouciance malgré tout, et une envie irrésistible de vivre. Hélène semble flotter dans un Paris en guerre, mais où la vie continue, où les cafés sont encore remplis de rire, et où l'art, pour elle, reste une forme de résistance. Cependant, elle ne restera pas naïve bien longtemps. 29 mai 1942, c'est le premier choc pour Hélène. Le gouvernement de Vichy impose à tous les juifs de la zone occupée le port de l'étoile jaune. Le journal d'Hélène n'est pas seulement un carnet de rêverie. Très vite, la réalité de l'occupation nazie rattrape cette jeune femme encore pleine d'espoir. Le 8 juin 1942, tout change brutalement pour elle. Ce jour-là, elle doit pour la première fois porter cette marque au fer rouge. Ce morceau de tissu brodé devient soudainement le symbole de sa différence, de son exclusion, une marque de honte imposée par un régime barbare. J'étais décidée à ne pas la porter. Confie-t-elle d'abord. Pour Hélène, cette étoile est une insulte, une manière de la rabaisser, de la priver de son humanité. Elle hésite, refuse d'accepter cette soumission imposée, mais finalement, elle finit par céder. Pas par lâcheté, mais par solidarité avec ceux qui, comme elle, n'ont pas le choix. Si on me demandait pourquoi je la porte, je répondrais « C'est parce que je veux éprouver mon courage ». Écrit-elle, une phrase qui résonne comme une promesse, un défi qu'elle se lance à elle-même. Porter l'étoile jaune devient une épreuve quotidienne. Dans les rues de Paris, les regards changent. On la dévisage, on la montre du doigt, comme si cette étoile la réduisait à un simple symbole, à une cible de la haine. Hélène raconte ces moments avec une précision déchirante. Les passants qui baissent les yeux, les enfants qui la montrent du doigt, et cette sensation d'être devenue étrangère dans sa propre ville. Mais elle ne se laisse pas totalement submerger par cette douleur. Son journal reste, malgré tout, un espace de liberté. Elle y décrit des scènes d'une beauté saisissante, des moments d'été où la lumière semble effacer, ne serait-ce qu'un instant, la noirceur qui l'entoure. Ce sont les deux aspects de la vie actuelle. La fraîcheur et la beauté de la jeunesse incarnée par cette matinée limpide, et la barbarie de cette étoile. À travers ces mots, on ressent ce tiraillement entre la beauté du monde et la cruauté des hommes. Et ce contraste donne à ce journal une profondeur presque poétique. En lisant ces pages, on ne peut pas s'empêcher de penser à Anne Frank. Elle qui écrivait aussi pour s'échapper, pour s'offrir un peu de liberté dans son monde confiné. Mais là où Anne est enfermée, Hélène, elle, continue de marcher dans les rues de Paris, visible, mais marquée. Et les deux jeunes filles n'ont donc pas du tout la même réalité. L'une est physiquement cachée mais mentalement libre, l'autre est exposée, mais intérieurement prisonnière de cette étoile jaune. Au commencement du journal, Hélène est encore pleine de vie. Les pages sont remplies d'instants poétiques, de réflexions philosophiques et de descriptions vibrantes de la beauté du monde qui l'entoure. Elle regarde encore Paris avec des yeux d'amoureuse. La lumière sur les toits, les arbres du jardin du Luxembourg, les rires qui s'échappent des cafés. Ce n'est que le début de son histoire. Mais déjà, on sent que l'étau se resserre. La guerre est là, tout autour, menaçant de voler cette jeunesse éclatante. Pour l'instant, Hélène résiste. Son journal devient son sanctuaire, un espace où elle peut encore rêver, aimer et croire en un avenir meilleur. Son récit est celui d'une jeune femme qui cherche encore à s'accrocher à la vie, malgré les étoiles jaunes, les lois antisémites et les arrestations qui se multiplient autour d'elle. Pourtant, dans ces mots, on devine déjà une tension sous-jacente. L'insouciance de ses premières pages ne durera pas. Mais pour l'instant, Hélène Baird est encore cette jeune femme passionnée par les poèmes de Keats et les symphonies de Beethoven. Le pire reste à venir. Et c'est cette montée inéluctable qui rend cette histoire si déchirante. Malheureusement, si on remarque une joie de vie dans les premières pages de son journal, ça ne va pas durer. L'histoire d'Hélène Baird bascule véritablement lorsque son père est arrêté. Ce moment déchirant marque la fin d'une illusion, celle d'une vie où, malgré tout, l'espoir pouvait encore trouver sa place. C'est une matinée en apparence ordinaire, baignée par une lumière douce, presque trompeuse, qui enveloppe Paris. Mais cette quiétude cache l'horreur qui se prépare. Un bruit sourd à la porte, puis des coups, insistants, résonnent dans toute la maison.
Le cœur d'Hélène se serre et elle comprend. À cet instant, la fragilité de leur existence lui apparaît avec une clarté brutale. Son père, un homme droit et cultivé, dont la simple étoile jaune, mal fixée à son manteau, devient le prétexte pour l'arracher à sa famille. Ce n'est pas seulement un père qui est emmené ce jour-là, c'est un pilier, un symbole de stabilité et de protection qui s'effondre. Hélène raconte cette arrestation dans son journal avec une lucidité glaçante, comme pour contenir le chaos qui dévore peu à peu son univers. L'internement de son père à Drancy, le camp de transit tristement célèbre, la plonge dans une dure réalité. Elle se rend sur place pour lui apporter du soutien et découvre un monde de détresse, de désespoir. Un avant-goût de l'horreur qui attend les milliers de juifs comme lui. Elle décrit dans son journal le chaos de Drancy, un lieu qui n'est ni la vie, ni la mort, mais un entre-deux terrifiant où l'espoir n'a pas de place. Là-bas, Hélène découvre une réalité qu'elle avait jusque-là pressentie, sans jamais la sentir pleinement. L'État français, qu'elle croyait encore capable d'une forme de justice, est désormais complice d'un système oppressif implacable. Face à cette réalité, Hélène ne baisse pas les bras. Si l'étoile jaune l'avait d'abord plongée dans une lutte intérieure, cette arrestation la pousse à passer à l'action. Quelques jours après, elle se porte volontaire pour devenir assistante sociale bénévole au camp de Drancy. C'est sa manière de résister. Aider, soutenir, réconforter ceux qui, comme elle, ont vu leur vie bouleversée. Elle y retrouve son père, épuisé mais toujours digne. Ces moments d'échange sont fugaces, volés à la brutalité du quotidien. Mais ils résonnent avec une intensité qui la marquera à jamais. Chaque jour passé à Drancy est une épreuve. Hélène voit ses amis disparaître, arrêtés les uns après les autres, emportés par une machine que plus rien ne semble arrêter. L'espoir se raccourcit, se contracte, comme une bougie dont la flamme vacille. Pourtant, elle continue d'écrire, de documenter cette vie qui, peu à peu, devient insupportable. Elle écrit pour ne pas sombrer, pour garder une trace de tout cela, pour que le monde sache, un jour, ce qu'ils ont vécu. La plume d'Hélène devient son arme, une arme discrète, intime, mais puissante. Elle sait que derrière les chiffres, les arrestations et les lois, il y a des vies pleines de rêves, d'ambition, d'amour. Le silence du monde autour d'elle la blesse autant que la violence des événements. Et c'est là que son journal, si prolifique auparavant, se tait. Pendant 9 mois, Hélène cesse d'écrire. Et ce silence n'est pas anodin. Il marque un tournant dans son état d'esprit, une pause forcée par le poids des événements. Les pages blanches de son journal sont les témoins muets de cette période où la gravité de ce qu'elle a vu dépasse les mots. Le traumatisme de cet été est trop grand pour être mis en phrases. C'est un vide, un gouffre, que seul le silence peut véritablement exprimer. Comme elle l'écrira plus tard, « Personne ne saura jamais l'expérience traumatisante par laquelle j'ai passé cet été. » Ce moment de suspension dans l'écriture, loin de briser son récit, en dit long sur la charge émotionnelle que cette période fait peser sur elle. Puis, en avril 1943, elle reprend son journal. Mais la Hélène qui se remet à l'écriture n'est plus la même. Son regard sur le monde s'est assombri. Là où elle trouvait autrefois un certain réconfort dans la beauté du quotidien, dans la littérature et dans la poésie, elle commence à perdre foi en l'humanité. En ce moment, nous vivons l'histoire. Mais ceux qui la réduiront en paroles ne pourront jamais comprendre la souffrance individuelle qu'elle cache. Ces mots sont plus aiguisés, plus désabusés. Hélène n'est pas une simple témoin. Elle devient chroniqueuse d'une tragédie en marche, celle de la déshumanisation progressive de tout un peuple. Les mois passent, et autour d'elle, les arrestations se multiplient. Ses collègues, ses amis disparaissent un à un. La réalité de la Shoah frappe de plus en plus durement la société française, et Hélène ne peut que regarder, impuissante. Pourtant, elle ne se résigne pas complètement. Elle continue d'écrire, de documenter, même si son journal est désormais plus un exutoire à sa douleur qu'un carnet d'observations poétiques. Hélène sait que ce qu'elle vit doit être raconté. Elle sent que ces événements dépassent son existence individuelle et qu'ils doivent être transmis. Ces pages se transforment en témoignages, en devoir moral face à l'histoire. L'espoir d'un retour à la normalité s'éteint peu à peu dans son cœur, à mesure que la répression s'intensifie. Si Hélène continue d'écrire, c'est désormais dans un geste de résistance intime, presque désespéré, pour ne pas sombrer dans la folie du monde qui l'entoure. Elle, qui autrefois se projetait vers un avenir fait de rêves et d'ambitions, voit ses horizons se rétrécir jour après jour. La brutalité des événements la pousse à remettre en question son rapport au monde, sa vision de l'homme.
Pourtant, même dans cette descente dans les ténèbres, sa plume reste ferme, déterminée à ne jamais oublier, à ne jamais laisser l'horreur prendre le dessus. Hélène, une jeune femme pleine de vie et de rêves, se transforme à travers ces épreuves. Sa foi en l'humanité s'effrite, mais sa volonté de documenter et de témoigner reste intacte. Alors que le monde autour d'elle s'effondre, elle continue d'écrire, comme pour laisser une trace, aussi infime soit-elle, de ce qui fut son existence et de ce que fut Paris sous l'occupation, rongé par la haine et l'injustice. Pour Hélène, l'arrestation de son père marque un tournant. Elle n'est plus seulement spectatrice de la Shoah, elle en est désormais une victime directe. Mais là où d'autres se laisseront abattre, elle puise dans cette épreuve une force nouvelle, un engagement encore plus profond. Elle ne se contente plus d'écrire pour elle-même, elle écrit pour l'histoire, pour tous ceux qui, comme son père, ont été broyés par la machine antisémite. Et pourtant, malgré toute sa force, on sent dans ses écrits une fragilité, une douleur sourde, qui ne la quitte jamais vraiment. Hélène Baird est une femme qui lutte, mais qui sait au fond que ce combat est inégal. Et en ce mois de juillet 1942, quelque chose de terrible se prépare. « 15 juillet 1942. La nuit tombe sur Paris. La ville, habituée au couvre-feu et aux ombres qui s'étirent sur les pavés, semble plus oppressante encore. Ce soir-là, une rumeur se propage en silence parmi les cercles juifs. Quelque chose de grave se prépare. Pire encore que tout ce qui leur a été infligé. Cette rumeur arrive ainsi aux oreilles d'Hélène. Une grande rafle se prépare. Ce ne sont pas de simples arrestations isolées, mais une vague sans précédent qui pourrait emporter des milliers de personnes. Hélène se retrouve confrontée à une réalité qu'elle avait pourtant tenté d'ignorer. Il ne s'agit plus de vivre au jour le jour sous les lois anti-juives. Il s'agit désormais de survivre à une machine implacable. Elle rentre chez elle ce soir-là, sachant qu'au lever du jour, Paris ne sera plus la même. Chaque tic-tac de l'horloge est une menace silencieuse. Le sommeil la fuit, remplacé par une angoisse sourde. Lorsque le soleil se lève en ce jeudi 16 juillet, la grande rafle a commencé. Des policiers français frappent aux portes, traquant chaque famille juive. Des milliers d'innocents sont arrachés à leur foyer, emmenés vers ce gigantesque vélodrome d'hiver, transformé en prison à ciel ouvert. Hélène échappe de justesse à cette rafle, mais elle sait, en regardant par la fenêtre, que l'avenir est plus sombre que jamais. Son journal devient un écho de ses heures d'angoisse. Chaque mot est une tentative de capturer cette terreur diffuse, cette certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Les choses que j'ai vues aujourd'hui, je ne pourrai jamais les décrire. Comment décrire l'indescriptible ? Comment témoigner de la disparition de voisins, d'amis, sans être consumé par la douleur ? Hélène, d'ordinaire si poétique dans sa prose, semble presque se réfugier derrière les phrases courtes, comme si elle craignait que les mots eux-mêmes la trahissent. Les semaines qui suivent sont marquées par une peur omniprésente. La rafle du Veldiv n'était que le début. Hélène voit ses collègues et ses proches disparaître un à un. Les portes qui claquent, les rideaux tirés, le silence s'installe dans ces immeubles vides. Pourtant, elle continue à écrire, obstinément. C'est sa seule arme, son unique moyen de ne pas se laisser engloutir par la terreur. En ce moment, nous vivons l'histoire. Mais ceux qui la réduiront en paroles ne pourront jamais comprendre la souffrance individuelle qu'elle cache. Cette phrase, écrite dans les pages de son journal, révèle une Hélène profondément changée. Elle ne croit plus en l'humanité. Elle a vu trop de choses pour cela. Sa foi en la bonté des hommes s'est brisée, comme un miroir éclaté en 1000 morceaux. Chaque nouvelle arrestation, chaque disparition est une nouvelle blessure. Elle n'écrit plus pour rêver, pour se projeter dans un futur lointain. Elle écrit pour résister, pour témoigner, pour que ce qui se passe autour d'elle ne soit jamais effacé par le silence. L'espoir qu'elle nourrissait encore au début de la guerre s'est éteint. Ses horizons se sont rétrécis, étouffés par l'occupation et les lois antisémites. Chaque jour qui passe est un pas de plus vers l'inévitable. Mais Hélène, dans un geste presque désespéré, continue de travailler, de rendre visite aux enfants juifs orphelins dont elle s'occupe, et de leur offrir un peu de chaleur humaine. Elle veut coûte que coûte préserver une lueur d'humanité, même si au fond, elle sait que cette lueur vacille. Puis vient l'inévitable. 8 mars 1944. Le soleil n'est pas encore levé. Quelqu'un frappe à la porte du domicile d'Hébert. Après avoir échappé à tant de rafles, Hélène est arrêtée avec sa famille par la Gestapo. L'attente a pris fin. Ils sont emmenés à Drancy, cette fois comme prisonniers. Le camp, qui n'était jusque-là qu'une visite douloureuse, devient leur nouvelle réalité.
Pour Hélène, il n'y a plus d'échappatoire. Le journal, son dernier refuge, se tait, définitivement. Ce silence, plus terrible que tous les mots qu'elle aurait pu écrire, marque la fin d'une époque, la fin d'une vie pleine de promesses. Ces derniers jours à Paris, avant la déportation, sont empreints d'une obscurité quasi palpable. La jeune femme, pleine de vie et d'ambition que nous avions rencontrée au début, s'est transformée. Elle a vu l'humanité dans ce qu'elle a de plus vil. Ses rêves ont été piétinés, ses espoirs effacés. Pourtant, jusqu'au bout, Hélène a tenu tête, avec des mots, avec sa plume. 27 avril 1944. Hélène fête ses 23 ans. Nul besoin de préciser qu'il s'agit du plus tragique de ses anniversaires. Mais le camp de Drancy passerait pour un hôtel de luxe à côté de ce qui l'attend. Ce jour-là, Hélène et sa famille sont déportées vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Ce qu'elle y découvre en arrivant dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Ici, les mots ne suffisent plus pour décrire la brutalité. L'enfer a pris une forme humaine. Dans cet enfer, le destin d'Hélène Baird croise celui d'une autre jeune fille, Anne Frank. Toutes deux enfermées dans cet univers de mort, ces deux âmes, qui n'auraient probablement jamais dû se rencontrer, se retrouvent liées dans la tragédie. Alors que l'armée rouge se rapproche et que le camp d'Auschwitz-Birkenau est évacué par les nazis, Hélène et Anne, deux jeunes femmes pleines de vie, arrachées à leur avenir, sont envoyées au camp de Bergen-Belsen, à bord du même convoi. L'hygiène dans ce camp est inexistante. Comme dans de nombreux camps, les épidémies sont nombreuses. Au cours de l'hiver 1944-1945, une épidémie de typhus y éclate, emportant des milliers de prisonniers dont Anne et sa sœur. Hélène contracte également la maladie. Quelques jours après le décès d'Anne, Hélène, trop faible pour se lever, est battue à mort par une gardienne. Anne Frank, plus jeune et plus naïve, avait laissé derrière elle un journal rempli de rêves et d'espoir. Hélène Baird était, de son côté, plus mature, plus consciente des horreurs qui l'entouraient. Son journal, devenu un témoignage poignant, montre une femme dont la foi en l'humanité s'est brisée au fil des jours, face à l'impitoyable réalité de la Shoah. Si l'occupation allemande a été plus brutale aux Pays-Bas, la France n'a pas été épargnée, et Hélène en a subi toutes les conséquences. En observant son parcours, on réalise à quel point Hélène a changé. Cette jeune femme, pleine de rêves et d'ambition, qui voulait conquérir le monde à travers la littérature et la culture, a été écrasée par la barbarie. La Shoah l'a complètement désillusionnée. Ce qui avait commencé comme un simple journal intime est devenu un cri du cœur, un dernier acte de résistance face à l'oubli. Dans ces mots, Hélène a laissé une trace, une lumière fragile mais indélébile, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle a vu. Et aujourd'hui, grâce à ce journal, nous pouvons enfin raconter son histoire.